Welcome back to the program. Today we're joined by Scott Ritter. Bienvenue à nouveau dans l'émission. Aujourd'hui, nous recevons Scott Ritter, ancien marine américain, officier du renseignement et ancien inspecteur des armes de l'ONU. Les développements actuels entre les États-Unis et la Russie semblent traverser le même chaos. Je me demandais ce que vous pensiez de ce récent rapport des services de renseignement russes, le FSB, qui affirme que les Britanniques étaient derrière l'attaque contre la dissuasion nucléaire de la Russie en juin dernier. Nous voyons également des missiles britanniques Storm Shadow utilisés pour attaquer l'usine chimique russe de Bryansk. Dans le même temps, Trump est revenu sur sa position précédente, selon laquelle il fallait résoudre les problèmes de fond, et il défend désormais l'idée qu'il suffit d'un simple cessez-le-feu. Donc, encore une fois, beaucoup de choses se passent en très peu de temps. Comment interprétez-vous ces développements? Eh bien, je pense que le FSB ne fait que donner voix à quelque chose que les Russes savent depuis toujours. Le MI6 est fortement impliqué avec les services spéciaux ukrainiens depuis le début de ce conflit, et même avant cela. Mais surtout, après le lancement de l'opération militaire spéciale, le MI6 a pratiquement pris le contrôle de Volodymyr Zelensky, non seulement en matière de sécurité, mais aussi dans l'élaboration de son récit. La version la plus récente de ce thème consiste à maintenir l'Ukraine dans le combat. C'est la grande campagne de relations publiques orchestrée par le MI6, et nous la voyons se dérouler de manière constante. Cela me fait rire. Je crois que c'était à Vilnius il y a 2 ans, quand Zelensky se tenait seul et que tout le monde avait fait un mème de lui l'air sombre pendant que le reste de l'Europe se rassemblait. Et pourtant, maintenant, nous avons cette coalition des volontaires qui se réunit, et ces événements mis en scène où Zelensky entre avec assurance, tout le monde se lève pour lui serrer la main et l'embrasser. Nous savons ce qu'il pense vraiment de cet homme, il le déteste. Il est largement méprisé. Tout cela n'est qu'une mise en scène orchestrée par les Britanniques, qui disent « Nous devons soutenir publiquement cet homme, le maintenir à flot pour qu'il puisse redevenir le Winston Churchill de notre époque. » Et les Russes ont suivi tout cela depuis le début. C'était les Britanniques qui étaient derrière le premier attentat à la bombe contre le pont de Kerch. Les Britanniques ont été impliqués dans presque toutes les grandes opérations de l'Ukraine, concevant des attaques militaires conventionnelles et jouant également un rôle important dans les opérations non conventionnelles. Et l'attaque de drones, qui visait l'infrastructure nucléaire stratégique de la Russie, celle à laquelle il est fait référence ici, était une opération britannique. Les Ukrainiens n'avaient ni la capacité ni l'infrastructure à l'intérieur de la Russie pour construire des usines de drones, équiper des véhicules ou gérer des planques à une telle échelle. C'est quelque chose que les Britanniques avaient déjà et qu'ils ont mis en place depuis un certain temps. Et ils ont transféré cette capacité aux Ukrainiens. Les Russes le savent. C'est la même chose avec Nord Stream. Ces choses ne se produisent pas dans le vide. Ce sont les Britanniques, travaillant avec les Ukrainiens, peut-être avec une certaine implication américaine également, qui ont fait exploser le gazoduc. Je pense que le fait que les Russes rendent cela public prépare le terrain à des conséquences très sérieuses pour l'Europe et pour les Britanniques en particulier. Vous savez, ce n'est pas la première fois que l'Ukraine utilise le Storm Shadow, mais ils tirent des Storm Shadow sur le pont de Kerch depuis un certain temps déjà, et ils ont été abattus. Ce que nous voyons ici, c'est apparemment les Britanniques prenant le contrôle de la flotte de Storm Shadow et planifiant une opération, la menant à bien en utilisant le renseignement britannique, avec un ciblage effectué par les Britanniques, et frappant une cible énergétique stratégique à l'intérieur de la Russie. Vladimir Poutine a récemment réagi en déclarant que si cela continue, ou si la Russie est frappée par ses armes,
les conséquences seront catastrophiques, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe. Et je pense que la publication de ce rapport par le FSB prépare le terrain à la possibilité que Vladimir Poutine tienne cette promesse. Non pas une menace, mais une promesse de représailles catastrophiques de la part de la Russie. Eh bien, il semble aussi que les Ukrainiens aient évidemment reçu une certaine aide pour contourner les systèmes de défense aérienne russes. Encore une fois, cela relève davantage de votre domaine que du mien. Mais étant donné que les Russes reconnaissent désormais plus ouvertement qui les attaque, eh bien, l'OTAN est passée, dans une large mesure, d'une guerre par procuration à une guerre directe. Et en même temps, les voies menant à un règlement diplomatique ont disparu. Comment pensez-vous que les Russes pourraient réagir? Je veux dire, de quel type de missiles parlons-nous? Quel type d'armement serait impliqué? Et globalement, comment voyez-vous une riposte russe? Parce que je pense qu'au moins en Europe, la logique principale est la suivante. Eh bien, les Russes n'ont rien fait contre nous au cours des 3 dernières années et demie, donc le point QMMS a intensifié. Les Russes, comme vous l'avez souligné, ont été très réticents à faciliter une escalade. L'escalade a toujours été la stratégie de l'Ukraine. L'Ukraine souhaite une escalade parce qu'elle veut que l'OTAN passe du rôle d'agence de soutien à celui de participant actif au conflit, directement impliqué dans les combats. Et la Russie a été hésitante à faire quoi que ce soit qui nourrirait ce récit. Vous savez, je ne suis pas un homme politique russe. Je ne prends pas de décision politique pour la Russie. Et je ne suis pas un officier militaire russe. Je ne fais pas leur ciblage à leur place. Mais si j'en jouais un à la télévision ou que je séjournais dans un Holiday Inn Express, je dirais ceci. Je pense que la Russie continuerait d'être réticente à franchir cette étape décisive. Il faudrait encore une étape intermédiaire, limitée aux frontières territoriales de l'Ukraine. Et vous ne voulez pas nécessairement utiliser toutes vos ressources à cette étape. La Russie a montré une fois le Kinzhal à l'Occident, et il se peut que ce soit un système d'armes auquel la Russie revienne. Mais c'est un système d'armes stratégique. Je veux dire, il est exploité par les forces de missiles stratégiques. C'est un système à capacité nucléaire. Donc je pense encore qu'il pourrait y avoir une certaine hésitation de la part de la Russie à l'employer, à moins qu'elle ne décide d'effacer Bankova, qui est essentiellement le quartier du gouvernement ukrainien, de la carte. Et dans ce cas, le Kinzhal serait l'arme idéale. Mais je pense que l'objectif serait de punir les Britanniques. Et je crois que les Russes utiliseraient des systèmes d'armes qu'ils ont déjà employés. Vous savez, peut-être qu'en ajoutant au mélange des systèmes Iskander à plus longue portée qui ont une portée de missiles intermédiaires, le Zircon et peut-être une nouvelle variante du missile KH-101, le projet 506, est désormais opérationnel. Ce sont là quelques armes qui pourraient être utilisées pour anéantir la présence britannique en Ukraine. Et cela pourrait signifier n'importe quoi. Depuis la destruction de l'ambassade britannique, jusqu'à des frappes sur des emplacements connus d'officiers ou de groupes de conseillers britanniques, ou sur toute unité ukrainienne affiliée au Royaume-Uni. Une frappe de décapitation massive contre les capacités britanniques en Ukraine, conçue pour provoquer des pertes. Les Russes ont été réticents à mener le genre de frappe qui cause délibérément des pertes parmi les membres de l'OTAN. Ils ont bombardé des installations d'entraînement. Ils ont tué des soldats et des mercenaires. Mais toutes ces discussions sur les Russes bombardant un bunker secret souterrain et tuant des dizaines de responsables de l'OTAN sont des balivernes. Je ne dis pas qu'une ou deux personnes de l'OTAN ne sont pas mortes dans l'affaire, mais les Russes ne les ont pas délibérément visées.
Cela semblerait être une mesure d'escalade logique qui maintient le conflit dans les limites de l'Ukraine, tout en envoyant un signal clair aux Britanniques qu'ils vont devoir en payer le prix. Et si les Britanniques continuent d'opérer après ce point, souvenez-vous que les Britanniques devraient reconstituer leurs capacités. Si les Russes s'en prenaient aux infrastructures britanniques en Ukraine, les Britanniques ne pourraient pas simplement se réorganiser immédiatement. Ils devraient reconstituer cette capacité, ce qu'ils seraient peut-être réticents à faire lorsque 20 ou 30 cercueils reviendraient d'Ukraine. Mais je pense que les Russes en ont assez de cette escalade. Je crois que l'une des raisons pour lesquelles Donald Trump a reculé sur le Tomahawk ne tient pas seulement aux difficultés techniques qu'il a évoquées, à savoir que les Ukrainiens seraient incapables d'utiliser le Tomahawk par eux-mêmes. Cela était connu, et pourtant il semblait toujours disposé à, disons, déployer des contractants américains pour combler cette lacune. Je pense que cela découle de la conversation qu'il a eue avec Vladimir Poutine, laquelle, à mon avis, reflète probablement une partie du contenu de la discussion qu'Anatoly Antonov, lorsqu'il était ambassadeur de Russie aux États-Unis, a eu avec d'anciens responsables américains en septembre 2024. Cela a ensuite été transmis au président Biden concernant les conséquences de l'approbation des documents de Keir Starmer autorisant l'utilisation des Storm Shadow, Attack MS et Scalp pour des frappes à longue portée. Personne n'a jamais reconnu publiquement la teneur de cette conversation, mais d'après ce que j'en comprends, elle ressemblait à ceci. La liste des cibles russes serait vaste, et Washington, D.C. est Serenity Krill en tant que cible frontière de spores. Très sérieux, et j'imagine que Poutine a averti le président Trump que si un Tomahawk frappait, par exemple, le Kremlin, alors Washington, D.C. ne serait pas à l'abri d'une riposte, que ce ne serait probablement pas dans l'intérêt des États-Unis d'emprunter cette voie. Trump a donc reculé, mais maintenant il a perdu la face. C'est humiliant d'être Donald Trump ces derniers temps, car les incohérences de ses propres positions politiques sont évidentes. Le fait qu'il n'ait pas de position personnelle fermement ancrée, qu'il soit susceptible d'être manipulé, contrôlé par son cercle rapproché de conseillers, se déroule sous nos yeux, en direct à la télévision. Maintenant, il a, vous savez, emprunté la voie de Scott Ritter, celle des sanctions visant à faire s'effondrer l'économie russe. Je veux dire, Besson a convaincu Donald Trump qu'en sanctionnant les deux grands, Rosneft et Lukoil, l'économie russe s'effondrerait. Vladimir Poutine et d'autres dirigeants russes ont déclaré « Nous sommes pratiquement immunisés contre vos sanctions ». Et Trump ne semble pas avoir de bonnes réponses, à part « Parlons-en dans 6 mois ». Les sanctions ne sont pas une politique. Les sanctions sont ce qui se passe quand on n'a pas de politique. Les sanctions sont ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire. Et le fait que Donald Trump ait maintenant sorti la carte des sanctions signifie qu'il n'a aucune idée de ce qu'il faut faire avec l'Ukraine. Ce ne sera bon ni pour l'Ukraine ni pour l'Europe, car pendant que l'Amérique hésite, la Russie, elle, est décisive. En 2014, Henry Kissinger a dit quelque chose comme « La haine de Poutine n'est pas une stratégie ». L'absence de stratégie semble s'appliquer ici aussi. Mais les changements du côté de Trump sont assez intéressants, car encore une fois, nous avons déjà emprunté cette voie. Il devait lancer son compte à rebours de 50 jours, qui est devenu 12 jours, pendant lesquels les Russes devaient accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Ils sont allés en Alaska, se sont assis, et les Russes ont expliqué pourquoi un cessez-le-feu inconditionnel ne résoudrait aucun de leurs problèmes. Et encore une fois, c'est la raison pour laquelle ils sont entrés en Ukraine au départ, pour instaurer la neutralité, mais aussi désormais toutes les autres choses qui se sont greffées à cela.
Mais ensuite, il est rentré d'Alaska. Il a reconnu qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu inconditionnel. Nous allons aborder ces questions. Et pourtant, nous y revoilà. On revient maintenant au cessez-le-feu. Mais en ce qui concerne les sanctions, car il ne s'agit pas simplement de sanctions contre le pétrole russe. Je veux dire, les Russes en exportent. Ce sont des sanctions secondaires, et il semble que les principales cibles soient la Chine, l'Inde, enfin, dans l'ensemble, les pays des BRICS. Comment voyez-vous ces sanctions? Dans quelle mesure pensez-vous que les Indiens et les Chinois seront prêts à, disons, payer le prix ou à subir la colère de Washington en les ignorant? Je veux dire, ce sont, encore une fois, des décisions souveraines qui ne peuvent être prises que par des gouvernements souverains, des gouvernements qui doivent tenir compte de leurs propres intérêts nationaux. L'Inde a déjà déclaré qu'il n'était pas dans son intérêt de se laisser dicter sa conduite par d'autres puissances sur des décisions purement souveraines concernant la sécurité énergétique. La Chine, quant à elle, est engagée dans une guerre commerciale avec les États-Unis. Mais la Chine et la Russie entretiennent une relation stratégique très forte, et je ne vois pas les Chinois renoncer à cette relation pour un gain tactique à court terme dans une guerre commerciale en cours avec les États-Unis, sachant que les États-Unis, surtout sous Donald Trump, sont incapables de respecter un quelconque accord. Je veux dire, c'est l'une des choses qui sape tout ce que fait Trump, le fait qu'il n'a plus aucune crédibilité. Personne ne lui fait confiance. Il vacille littéralement. Le vent tourne, son opinion change. Du point de vue indien, leurs intérêts à long terme sont liés à l'Organisation de coopération de Shanghai, aux BRICS et non aux États-Unis. Cela leur est devenu douloureusement évident. Ils sont restés indécis pendant un certain temps. Mais quand on regarde les politiques tarifaires impulsives que les États-Unis ont imposées à l'Inde, je pense que les Indiens comprennent que les États-Unis ne leur offrent en rien la stabilité à l'avenir. Et la Chine, encore une fois, je ne peux pas parler au nom des Chinois, mais il semble douloureusement évident que l'Amérique n'est pas un partenaire fiable en quoi que ce soit. Les États-Unis ont un objectif stratégique qui ne présage rien de bon pour la Chine s'il est pleinement mis en œuvre. Par conséquent, la Chine aurait tout intérêt à, vous savez, se défendre, se protéger contre ses prérogatives politiques américaines. L'une des meilleures protections est la sécurité énergétique à long terme, qui découle d'une relation énergétique étroite avec la Russie. Je ne vois pas la Chine y renoncer. Je pense que ce que nous avons, c'est un média dominant en Occident, désespéré de trouver quoi que ce soit qui ressemble à une victoire pour Trump, pour l'Occident, pour les politiques de sanctions. Je veux dire, Trump a dit « Donnez-moi 6 mois ». Hé, Donnie, mon grand, laisse-moi te dire qu'en 6 mois, tu vas pas très bien t'en sortir. La Russie s'en sort plutôt bien. L'Europe pensait l'écraser il y a 4 ans. Et c'est l'économie européenne qui s'est effondrée, pas celle de la Russie. On ne plaisante pas avec ça. Quand on dégrade une nation en disant, tu sais, la Russie n'est qu'une immense station-service avec des armes nucléaires. Très bien. Si c'est ainsi que tu veux appeler la Russie, alors tu dois respecter le fait que la Russie en sait peut-être bien plus que toi sur la sécurité énergétique et la politique énergétique mondiale. Parce que la Russie est la station-service. Tout ce que tu es, c'est la personne qui fait le plein d'essence dans sa voiture. Je dirais que la station-service comprend probablement mieux le modèle économique que la personne qui pompe l'essence. Demande aux Saoudiens, à chaque fois qu'ils s'affrontent avec les Russes sur la tarification stratégique du pétrole. Reviens à quoi, 2020, au début du Covid, quand l'Arabie Saoudite a essayé de voler des parts de marché aux Russes. Les Russes ont fait s'effondrer les Saoudiens, et ce sont les Saoudiens qui sont venus ramper à la table pour parvenir à un accord de compromis. On ne peut pas jouer avec les Russes sur ce plan.
Ils sont bien mieux préparés que Scott Ritter ne le sera jamais de toute sa vie pour faire face aux conséquences de ces sanctions. À court terme, les médias occidentaux exploitent le fait qu'en Inde, comme en Chine, il existe des compagnies pétrolières privées et indépendantes qui, par souci de diligence raisonnable, doivent appuyer sur le bouton pause et se demander « Que faisons-nous? Comment réagissons-nous » Elles doivent se tourner vers leurs gouvernements respectifs et demander quelle est l'orientation stratégique à suivre. Elles rendent des comptes à des conseils d'administration et à d'autres instances de ce type. Mais l'Occident interprète cette pause comme s'ils avaient suspendu, interrompu ou mis fin à leurs activités. Ce n'est pas du tout le cas. En septembre, l'Inde a acheté plus de pétrole russe que jamais auparavant, et la tendance devrait se poursuivre. La Chine a signé des accords stratégiques à long terme pour la fourniture d'énergie russe, gaz et pétrole. Donc vous savez, je pense que dans 6 mois, il sera clair que Donald Trump n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Scott Ritter s'est complètement trompé sur l'économie russe. La Russie s'en sortira très bien. Et encore une fois, pour les Ukrainiens, pour l'Europe, vous savez, ils applaudissent cela, mais on en revient au corollaire de Ritter du point de Kissinger. Les sanctions ne sont pas une politique, ce n'est pas une stratégie. Cela montre que vous ne savez pas ce que vous faites, et donc vous vous rabattez sur quelque chose qui donne l'impression que vous savez. Les Russes, eux, savent exactement ce qu'ils font. Et pour l'Ukraine, c'est mauvais, car les États-Unis n'ont pas de plan B. Donald Trump vient de dire 6 mois, donc apparemment il est prêt à attendre 6 mois sans rien faire. Je peux vous garantir qu'entre maintenant et dans 6 mois, la situation en Ukraine va se détériorer au détriment du gouvernement ukrainien et de l'Europe. Eh bien, concernant la question des Européens, j'ai vu une interview de Robert Fico, le Premier ministre de Slovaquie. Il a déclaré aux journalistes que Trump avait fait une proposition à Poutine, que ce dernier avait acceptée. Il s'est concentré sur l'aspect territorial de cet accord, affirmant que Trump aurait proposé que le Donbass, c'est-à-dire Luhansk et Donetsk, reviennent entièrement à la Russie, tandis que les lignes de front pourraient être gelées là où elles se trouvaient à Kherson et à Zaporizhia en termes de contrôle. J'imagine que cela impliquerait de modifier les frontières administratives. Selon Fico, Poutine aurait accepté ces conditions, et l'accord prévoyait que Trump retournerait consulter ses équipes pour régler les détails, mais il n'est jamais revenu. Le fait qu'un accord ait été conclu et que Trump ne soit jamais retourné en Russie est quelque chose que de nombreux dirigeants russes ont répété à plusieurs reprises, notamment Lavrov d'ailleurs. Mais aujourd'hui, bien sûr, on n'en parle plus. Et il évoque un cessez-le-feu. Pensez-vous que ces propos de Fico soient exacts? Et comment interpréteriez-vous la réaction des Européens? Se prépare-t-il simplement à des hostilités permanentes envers la Russie? Cela ne semble pas constituer une base solide pour une paix durable sur le continent. Eh bien, encore une fois, je partirai de mon postulat selon lequel l'Europe, l'élite politique et économique européenne, a investi tellement de capital politique et économique dans le modèle de soutien à l'Ukraine qu'elle est incapable d'envisager autre chose. Au moment où elle se détourne de l'Ukraine, cela signifie que l'Ukraine a perdu. Et si l'Ukraine perd stratégiquement, alors eux aussi perdent stratégiquement. Pour un politicien, cela signifie que vous êtes fini. Vous allez probablement être évincé du pouvoir, ce qui équivaut à une condamnation à mort pour un homme politique. Et pour les économistes, cela signifie que vous serez tenu responsable de toutes les graves conséquences économiques de vos actions en soutenant les sanctions et d'autres mesures de ce genre.
Ce sont donc des gens désespérés qui n'ont d'autre choix que de continuer à s'enfoncer dans la stupidité, ce qu'ils font exactement. Nous devons comprendre que la politique européenne ne découle pas d'une force intellectuelle, mais d'un vide intellectuel, alimenté par les désirs plus basiques et narcissiques de politiciens et d'économistes qui cherchent à préserver leurs propres intérêts politiques et économiques, et non le bien-être collectif de l'Europe et la sécurité européenne. L'autre problème, c'est que Donald Trump est plus bête que terre, et que Marco Rubio serait un secrétaire d'État épouvantable, tout comme le conseiller à la sécurité nationale Melvin Norton. Rubio déteste la Russie, ne veut pas la paix avec la Russie, et fera tout son possible pour saper la Russie. Donald Trump est simplement stupide. Ce que Vladimir Poutine semble avoir dit à Donald Trump, puisque je n'étais pas présent, c'est que la Russie accepterait un cessez-le-feu à condition que l'Ukraine se retire complètement du Donbass et accepte de se retirer de Kherson et de Zaporizhia. Mais qu'un cessez-le-feu pourrait être organisé une fois qu'ils auraient quitté le Donbass. Ensuite, ils se retireraient des deux autres territoires. Mais la Russie n'a jamais dit une seule fois « nous sommes prêts à renoncer ou à faire des concessions territoriales ». Voyez-vous, Trump est trop stupide pour comprendre la différence, car ce que Marco Rubio lui a ensuite dit, c'est que nous devons geler le conflit ici. L'Ukraine garderait Kherson et Zaporizhia en échange de l'abandon du Donbass. Ce n'est pas ce que Poutine a dit. Les gens doivent lire la constitution russe. Ils doivent comprendre les limites du pouvoir exécutif en Russie. Vladimir Poutine détient un pouvoir inégalé, cela ne fait aucun doute. Il dirige depuis 25 ans. Mais même Vladimir Poutine ne peut pas céder un territoire russe de son propre chef. La Constitution l'interdit. Il devrait s'adresser à la Douma et obtenir le soutien de cet organe, ce qui nécessiterait l'appui du peuple russe. Et en ce moment, le peuple russe ne soutiendra pas cela. L'une des raisons pour lesquelles Vladimir Poutine bénéficie de plus de 80% de soutien, c'est qu'il est perçu comme un défenseur de la nation russe. Si soudainement, Vladimir Poutine, qui a dit à ses gens « Si vous organisez un référendum et votez pour rejoindre la Russie, nous vous intégrerons à la Russie. Vous ferez partie de la Russie. Venez à dire « Eh bien, il y a maintenant une réserve », ce serait la fin de sa crédibilité. C'est donc la stupidité de ceux qui croient qu'un conflit gelé est quelque chose que la Russie accepterait. Constitutionnellement, elle ne peut pas l'accepter. De plus, l'Ukraine n'est pas en train de gagner. Normalement, un conflit gelé est un terme que l'on peut imposer à quelqu'un lorsque l'on a l'avantage. Regardez la fin du conflit coréen, l'horrible guerre des collines qui a eu lieu en 1953, où les marines et l'armée américaine ont perdu des milliers d'hommes en repoussant les Chinois, leur faisant comprendre qu'il n'y avait aucun avenir à poursuivre le combat. Les Chinois ont accepté de geler le conflit à cet endroit. Mais nous nous sommes alors retrouvés avec un état de guerre permanent sur la péninsule coréenne. La Russie ne veut pas d'un état de guerre permanent. L'Europe, elle, en veut un, car cela sert ses objectifs à long terme d'affaiblir, de renverser et d'éroder la Russie. La Russie n'accepterait jamais cela. Vladimir Poutine a déclaré que les causes profondes du conflit devaient être résolues. Eh bien, si c'est votre position de départ, pourquoi gèleriez-vous le conflit de manière permanente, en ignorant les causes profondes du conflit? Les gens qui adhèrent à ces théories ridicules sont des imbéciles, Glenn, des imbéciles qui ignorent délibérément la réalité. Vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat en études russes. Il suffit d'avoir une compréhension de base du fonctionnement de la Russie et du respect pour ce que dit Vladimir Poutine. Depuis 25 ans, Vladimir Poutine parle et agit, et il est difficile de trouver une situation où il a parlé sans agir.
Ainsi, lorsque Vladimir Poutine s'engage sur une ligne politique, non pas une, ni deux, mais à de nombreuses reprises, sans la moindre incohérence dans le plan qu'il a établi, croire soudainement qu'il va tout abandonner et changer d'avis du jour au lendemain est absurde. Donald Trump est trop stupide pour comprendre cela. Et Marco Rubio est trop sournois, trop trompeur, et franchement, trop traître à la vision stratégique de Trump pour pouvoir l'expliquer correctement au président. Il exploite la stupidité de ce président en ce qui concerne la Russie. Et maintenant, Donald Trump se retrouve les mains vides parce qu'il pensait obtenir quelque chose et a découvert qu'il n'obtenait rien, parce qu'il n'avait pas compris ce que Vladimir Poutine mettait réellement sur la table. Eh bien, je suppose qu'on peut dire avec une grande certitude maintenant que c'est bel et bien la guerre de Trump aussi, à 100%. Je veux dire, il a essayé de dire que c'était seulement la guerre de Biden, mais avec les sanctions, le rejet de la diplomatie, et bien sûr, le fait de parler très ouvertement de la contribution de l'Amérique à la lutte contre la Russie. C'est la guerre de Trump. Mais c'est un moment particulier, car en ce moment, il semble y avoir un effondrement qui s'intensifie, du moins aux États-Unis, en Ukraine. On peut regarder l'économie, la stabilité politique, la stabilité sociale, mais je suppose que la ligne de front est la plus intéressante. Donc, juste comme dernière question, comment percevez-vous la ligne de front en ce moment? Qu'est-ce que vous observez? C'est une chose frustrante pour un public occidental de regarder cette guerre, car nous ne la comprenons pas. Même quelqu'un comme moi qui fait de son mieux pour saisir ce que font les Russes, je reste victime de mes propres expériences, de mes propres préjugés. Je viens du corps des marines, où tout repose sur l'attaque, l'attaque, l'attaque. Et quand nous observons ce que fait la Russie, les guerres d'usure sont différentes. La Première Guerre mondiale était une guerre d'usure, où deux forces immenses s'épuisaient mutuellement jusqu'à ce que l'une finisse par céder. L'Europe était en train de craquer jusqu'à ce que les États-Unis interviennent en 1917, et la disponibilité de nouvelles forces américaines a alors compensé la capacité de l'Allemagne à transférer des troupes du front russe vers le front occidental. Et nous les avons épuisés. C'est ainsi que cette guerre s'est terminée. Les deux camps se sont mutuellement réduits en bouillie, et celui qui disposait des troupes les plus fraîches a gagné. Donc, quand nous voyons des guerres d'usure, nous pensons que ce récit devrait correspondre à ce que dit l'administration Trump. Je veux dire, je crois que tout le monde reconnaît maintenant que l'Ukraine a subi des pertes horribles. Mais ce que l'administration Trump essaye de dire, c'est que la Russie a elle aussi subi d'énormes pertes et ne peut pas soutenir ce combat. Mais ensuite, il y a la réalité russe. Et vous savez, j'ai passé de nombreuses années dans le renseignement à apprendre à lire les gens. J'ai passé 7 ans à apprendre à lire les Irakiens, à entendre mensonge après mensonge après mensonge. Je suis plutôt doué pour lire les êtres humains, ces petits indices subtils qu'ils donnent quand quelque chose les met mal à l'aise ou quand leurs récits ne sont pas cohérents. Et en parlant avec des officiers russes à propos du conflit, ils ont été constants comme le jour qui se lève. C'est un combat difficile. Ils le disent clairement. Jamais je n'ai rencontré un Russe qui ait dit « Ah, c'est une promenade de santé ». C'est un combat difficile. Je veux dire, c'est un combat vraiment, vraiment dur. Et nous en payons le prix, un prix. Mais ce prix n'a rien à voir avec celui que les Ukrainiens payent. La guerre d'usure est actuellement mesurée par un algorithme qui montre que les Russes atteignent des ratios de pertes au début de son développement, environ 5 à 7 pour 1. Plus tard, à mesure que l'algorithme s'est amélioré, il indiquait 12 à 20 pour 1. Et aujourd'hui, les bons jours, c'est 36 pour 1 ou plus.
Les Russes massacrent littéralement les Ukrainiens. Ils les massacrent. De temps en temps, les Ukrainiens parviennent à rassembler des forces et à obtenir une domination situationnelle sur une partie très limitée du front. Cette domination peut durer quelques jours, peut-être une semaine, puis les Russes reprennent le contrôle. C'est ce qui s'est passé au nord de Pokrovsk, où les Ukrainiens ont tenté de présenter cette grande contre-offensive censée porter un coup fatal aux Russes. C'est terminé. Tous les Ukrainiens sont morts et la Russie a repris le contrôle du champ de bataille. Seymour Hersh vient d'écrire un article où il parle de ce fer à cheval mythique, affirmant que les soldats russes refusent d'obéir aux ordres. Eh bien, bon sang, Seymour, regarde une carte avant d'écrire quelque chose comme ça. Je veux dire, tu es mon ami, mais enfin, regarde une carte. Il n'y a pas un seul endroit sur le front où les Russes n'ont pas avancé. Et l'implication, par conséquent, est que l'armée russe continue d'attaquer. Nulle part sur ce front, l'armée russe n'a dit à Vladimir Poutine « Nous n'allons pas faire ça ». D'abord, Vladimir Poutine ne donne pas les ordres. C'est un de ces petits détails factuels. Tu sais, c'est Gerasimov qui donne les ordres. C'est lui le responsable. Vladimir Poutine donne une orientation stratégique. Voici les objectifs. Mais il ne dit pas à l'armée comment faire son travail. Donc, l'idée qu'un général russe ait refusé un ordre de Vladimir Poutine de mener une attaque contre le mythique fer à cheval, cela n'existe pas. C'est le genre de stupidité qui existe en Occident, parce que nous croyons à notre propre propagande. La Russie est en train de gagner sur le front. Nous, en Occident, ne comprenons pas la réalité de cette guerre. Nous pensons que lorsqu'on parle de ratio de pertes, il devrait y avoir de grands mouvements sur la ligne de front. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit dans cette guerre d'usure. Cette guerre d'usure consiste, pour la Russie, non seulement à épuiser l'armée ukrainienne, mais aussi la capacité de l'Occident à la soutenir. La Russie ne se contente pas de détruire les réserves de main-d'œuvre de l'Ukraine. Elle détruit aussi la capacité de l'Occident à reconstituer l'armée ukrainienne. Nous en sommes quoi? À la 7e mobilisation des forces ukrainiennes, à la 5e reconstruction de l'armée ukrainienne. La Russie, elle, n'a mobilisé qu'une seule fois, en 2022, environ 300 000 hommes, et depuis elle maintient cet effectif par des contrats. Il y a une incohérence dans la position occidentale. D'un côté, on nous dit que les Russes n'ont plus de chars ni de matériel, parce que bon sang, les Ukrainiens détruisent tout. De l'autre, la Russie surpasse la production du bloc occidental dans son industrie de défense, dans un rapport de 4 pour 1. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre, les gars. Le fait est que la Russie produit 4 fois plus que l'Occident. Et l'une des raisons pour lesquelles l'Occident est en train de perdre, c'est que les Russes détruisent tout ce que l'Occident envoie en Ukraine. C'est une guerre d'usure. Et c'est la guerre que mène la Russie. Elle n'est pas dictée par le calendrier, ce qui est frustrant pour les gens en Occident. Car nous voulons tous une date sur le calendrier. Quand est-ce que tout cela va se terminer? La Russie s'en moque. Ils s'en moquent complètement. Cela se terminera quand cela se terminera, quand les objectifs seront atteints. Il n'y a que l'Occident qui ait ses attentes dictées par le calendrier. Je veux dire, Donald Trump n'est pas guidé par le calendrier de la réalité ukrainienne, mais par l'impératif intérieur américain des élections de mi-mandat à venir, où il a besoin d'un résultat en Ukraine pour consolider sa position politique chez lui, afin de pouvoir continuer à porter le programme du Congrès. C'est pourquoi il insiste sur des dates, des échéances et tout le reste. L'Ukraine, elle, est guidée par le fait qu'elle est en train de perdre. Elle s'effondre. Elle aborde cet hiver sans chauffage, sans énergie, sans eau potable, rien. L'Europe, de son côté, est guidée par le fait qu'elle est en faillite. Elle n'a ni argent ni ressources. Tout ce que fait l'Europe est une mascarade à 100%.
La Suède est grande, venez, on va vous serrer la main. Tout cela n'est que mise en scène. Vraiment, quand? Quand allez-vous donner cette emprise mythique aux Ukrainiens? Quoi, vous avez dit 3 ou 10, ou que ça pourrait être disponible dans 2 ou 3 ans? Mais qu'en est-il des 100 à 150? Cela n'existe pas. C'est faux. Cela n'existera jamais. Cela ne peut pas exister. Cela n'existera pas. Tout ce que fait l'Europe est faux. Tout ce que font les États-Unis est faux. La seule chose qui ne soit pas fausse, c'est le fait que l'Ukraine perd des milliers d'hommes par jour. Des milliers d'hommes par jour. La Russie perd des centaines d'hommes par jour. C'est une guerre horrible. Mais les Russes peuvent soutenir ce niveau de guerre indéfiniment. L'Ukraine et l'Europe ne le peuvent pas. Quand tout cela va-t-il se terminer? Je ne sais pas. Mais je sais que lorsque cela se terminera, la Russie sera la victorieuse. Oui, eh bien, étant donné que cela devient très clair, c'est vraiment frustrant de ne voir aucune diplomatie se mettre en place. Parce que, comme tout le monde le sait, lorsqu'on approche de la fin d'une guerre, comme nous le voyons, les pertes ont tendance à s'intensifier. Et je pense que c'est ce que nous observons en ce moment aussi. Mais encore une fois, j'imagine que ce ne sont pas nos soldats. Donc nous ne les comptons pas. Je veux simplement rappeler encore une fois à votre public, c'est important, car vous venez de dire quelque chose de très important. Pendant la Seconde Guerre mondiale, sur le front occidental, le mois le plus sanglant pour les États-Unis n'a pas été juin 1944, le jour J. Ce n'était pas non plus décembre 44, les combats dans les Ardennes. C'était avril 1945, le dernier mois de la guerre. Nous avons perdu plus de soldats ce dernier mois-là, après que l'armée allemande eut été vaincue, alors qu'elle était en retraite. Parce que comme vous l'avez dit, quand une guerre touche à sa fin, c'est là que commence la phase la plus sanglante. À mesure que nous approchons de l'effondrement inévitable de l'Ukraine, ce ne sera pas une baisse du nombre de victimes que nous observerons. Nous allons assister à une escalade massive des pertes, principalement parmi les Ukrainiens. Donc quiconque affirme que nous faisons cela pour l'Ukraine, que nous faisons cela pour aider le peuple ukrainien, en réalité, ce que vous faites, c'est garantir que des centaines de milliers d'hommes ukrainiens, qui n'ont pas besoin de mourir, qui sont vivants aujourd'hui, seront morts à cause du narcissisme des élites politiques et économiques européennes et américaines. Scott Ritter, merci beaucoup pour votre temps et votre évaluation de cette situation. C'est incroyablement déprimant, mais néanmoins très intéressant. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Thanks for having me.